Alors, la dernière intervention de la matinée sous cette forme, Josiane. Merci de me proposer de prendre la parole ce matin. J'ai été très impressionnée par les 3 intervenants avant moi. Je ne sais pas si je vais réussir à vous captiver de la même manière. Et je dois dire que j'ai été très touchée de ce clin d'œil à Deligny. Oui, je suis une vieille, je suis à la retraite. Et Deligny me parle beaucoup. Deligny a fait partie des références qui m'ont permis de peut-être appréhender différemment la jeunesse. Quand Thomas m'a proposé d'intervenir ce matin, j'ai pensé que ce que je pourrais apporter, c'est ce que les jeunes que j'ai côtoyés dans ma vie professionnelle, qui n'a pas été que celle de juge des enfants, mais très fortement de juge des enfants, ça a été en tout cas la part essentielle pour moi psychologiquement, ce que ces jeunes m'ont apporté, pourquoi ils font partie intrinsèquement de ma vie et en quoi ce sont vraiment des leçons de vie qu'ils ont pu me donner. C'est un peu des témoignages de ces personnalités que j'ai croisées que j'aimerais vous livrer ce matin, les faire revivre un petit peu aujourd'hui de cette manière. D'abord une anecdote, parce que j'ai vu que les uns et les autres, vous avez livré un petit peu de votre jeunesse. Alors une anecdote qui m'est revenue, c'est que contrairement à ce que l'on peut penser que finalement, autrefois, on vivait très sereinement et très facilement, qu'il n'y avait jamais aucune espèce de violence dans les quartiers. Moi, j'étais toute petite fille, dans un quartier tranquille, petit bourgeois, à Colmar, ville encore plus tranquille. Et je fais du vélo je devais avoir 5 ans, un truc comme ça. Je fais du vélo dehors. Là, par contre, oui, on pouvait encore faire du vélo dans les rues plus facilement qu'aujourd'hui. J'avais l'interdiction de ma mère de sortir. Je suis sortie quand même. Et mal m'en a pris puisque un gamin est venu me piquer mon vélo. Je rentre en pleurs. Ma mère me donne une rouste en me disant « Tu ne devais pas sortir ». Ma grand-mère, très différente, me dit « Je sais où on va récupérer ton vélo, je sais où il est, m'emporte et nous allons récupérer le vélo. » Effectivement, il était là où elle le pensait. Une famille, sans doute, qu'elle avait repérée, que moi, je n'avais pas repérée comme telle, mais qu'elle avait repérée. Et clin d'œil de l'histoire, et c'est ça ce que j'ai envie de vous livrer, parce que finalement, ce que je vais vous donner comme exemple, c'est justement cette espèce de sphère dans laquelle certains jeunes se trouvent et n'arrivent pas à sortir. Eh bien, je suis en formation de magistrat, je suis en stage à la prison de Colmar, et je vais comme ça dans les activités. Et là, un jeune me voit, et il me dit « Tu te souviens, je t'ai piqué ton vélo. Tu as vu, je suis là et tu es là. » Et cette espèce de déterminisme m'a évidemment beaucoup marquée. Et au fond, les anecdotes, mais des anecdotes vivantes, des anecdotes qui sont douloureuses, dont je voudrais vous faire part, devraient effectivement nous permettre de prendre conscience qu'on en est toujours là et qu'il y a, malgré toutes les bonnes volontés ici, toute la salle est une salle de bonne volonté, malgré toutes les bonnes volontés, il y a des évidences que l'on aimerait pouvoir bousculer et on n'y arrive pas. Je crois que j'ai essayé d'y consacrer ma vie, en tout cas au niveau des jeunes, et je ne crois pas y être parvenue très souvent. Le premier, parce que c'est peut-être vraiment emblématique, je vais vous parler de M. Je ne veux pas lui donner un autre prénom parce que je veux lui laisser le sien, et je ne veux pas le donner parce que peut-être que certains pourraient savoir qui il était. Famille d'origine étrangère, très repérée sur Strasbourg. Il portait emblématiquement cette place de leader de la petite délinquance. Il le portait tellement emblématiquement qu'il avait un soleil tatoué sur son front. Je l'ai croisé X fois, je l'ai mis en prison.
nous avons eu beaucoup de dialogues. Et il y a eu évidemment beaucoup d'interventions éducatives. Hein. Là, je parle de ma relation avec ces jeunes, mais évidemment qu'il y a eu beaucoup d'interventions éducatives tout autour. Et à un moment donné, il me dit c'est terminé avec la délinquance, mais pour que je puisse m'insérer, il faut que je fasse enlever ce tatouage. Ok, on l'a aidé, ça a été douloureux, ça a été long. Et après, il est entré dans un véritable calvaire. Le mot n'est pas trop fort, un vrai calvaire. Il a été rejeté par son milieu, bien sûr, ils ne le reconnaissaient pas, il était leur leader, il les avait lâchés, mais il n'a pas pour autant trouvé une place dans notre système. Tout le monde l'avait encore repéré, le tatouage n'était peut-être pas complètement gommé, et puis bon, il avait une certaine façon de se tenir, une certaine façon de se comporter, de parler. Il n'a pas trouvé d'emploi, il n'a pas trouvé de place. Il est tombé dans la drogue, il n'y était pas préalablement. La dernière fois que je l'ai vu, et c'est un souvenir dur, il était serein, très seul. Il dormait sous les ponts. Il avait comme seul compagnon un rat. Et il est mort quelque temps après. C'était pour moi sans doute un des premiers coups difficiles où je me suis dit que quoi qu'on ait tenté de faire, parce que j'ai essayé vraiment de lever des leviers. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je sais m'accrocher. Je l'ai fait, je l'ai accompagné. Je suis allée voir des employeurs avec lui. Ça n'a servi à rien. Alors, ce que j'aimerais vous dire encore, c'est que tous ces jeunes que j'ai vus, alors j'ai surtout en tête évidemment des situations de délinquance, mais tous ces jeunes que j'ai vus, aucun n'est né comme ça. Voilà, je crois que s'il y a quelque chose qu'il faut véritablement dire et rappeler et rabâcher, c'est qu'ils ne sont pas nés comme ça. Il y a eu dans leur vie quelque chose, une faille, qui, à un moment donné, les fait basculer. Elle n'est pas toujours du côté de la précarité, elle n'est pas toujours du côté de la violence. J'ai le souvenir d'un jeune que j'ai eu dans mon bureau parce qu'il venait de se défenestrer. Il s'était raté, sinon il n'aurait pas été dans mon bureau, évidemment, vous l'avez compris. En fait, sa mère était d'une rigidité effrayante, exigeante. Il était le meilleur à l'école, partout, c'était jamais assez bien. Et ce gamin n'avait plus d'autre issue. Donc je l'ai placé, il n'était pas à l'aise, il était bien trop brillant, bien trop bon pour que les autres l'acceptent. Donc échec, il retourne chez sa mère, rééchec, elle avait dit qu'elle avait compris, elle n'avait rien compris du tout. Et finalement, la solution et l'issue est venue d'un retour de son père. Et j'ai su, alors là par contre, effectivement c'est une issue positive, j'ai su que l'intervention du père dans la vie de ce jeune homme avait effectivement permis à ce jeune homme de redémarrer différemment. Mais on aurait pu être dans un autre engrenage s'il n'y avait pas eu, à un moment donné, une possibilité d'expression. Je crois que c'est encore quelque chose d'essentiel dans les choses que je voudrais essayer de communiquer ce matin, c'est l'expression. Une autre situation, un jeune homme qui réussit très bien à l'école, un garçon, parfaitement bien, et puis brusquement, la violence surgit. Brusquement, on ne sait pas pourquoi. La situation m'est signalée, j'ai les parents, le garçon aussi. Le souvenir que j'en ai, c'est un garçon qui avait une espèce de chevelure comme ça, coiffée en bol, hein, et il se mettait ses cheveux comme un rideau le protégeant de ses parents. Il voulait bien parler, mais sans voir ses parents. C'était quelque chose d'assez impressionnant. Il avait découpé sur toutes les photos, il s'était découpé sur toutes les photos de famille. À force d'essayer de parler avec lui, il a été placé, parce que c'était impossible à la maison, il a été placé, à force de parler avec lui, il a fini par me dire qu'il était persuadé que le mari de sa mère n'était pas son père. Il avait raison. Et quand les choses ont pu lui être dites, quand effectivement des mots ont été donnés, la situation a bougé. Ceci étant,
le père avait dit des choses épouvantables, puisque j'ai le souvenir d'un jour où, avant qu'il ne rentre dans mon bureau, le gamin rentre et me dit, il vient de me dire, si j'étais comme toi, ça fait longtemps que je me serais tué. Voilà, c'est tous ces parcours sur lesquels il y a eu une impossibilité pendant trop longtemps de comprendre les mécanismes, et puis ensuite, à un moment donné, une possibilité de parole, me paraissent devoir véritablement être rappelés pour, encore une fois, dire qu'effectivement, tous ces jeunes dont on a évoqué, qui sont stigmatisés, eh bien, si on va se préoccuper de la situation individuelle de chacun, on trouvera à chaque fois, à l'origine, une explication qui permettra de peut-être bouger le parcours, à la condition qu'effectivement, comme je l'ai dit dans ma première situation, la société et globalement tout l'environnement veuille bien jouer le jeu aussi et permettre à ces jeunes de retrouver une place. Alors, sur la question de la parole, elle est évidemment extrêmement difficile et quelquefois elle peut aussi servir d'alibi. Autre situation, un jeune homme, visage d'ange, véritablement, et puis qui tout d'un coup est mêlé à un trafic de voitures, vol de voitures, incompréhensible, situation familiale extraordinaire, le gamin parfait. Et puis, on creuse un peu et il finit par dire, et c'est exact aussi, que le mari de sa mère n'est pas son père. La situation se recoupe, vous voyez, c'est quand même assez souvent l'origine, effectivement, de mal-être de beaucoup de jeunes, c'est ces filiations sur lesquelles il y a des secrets. Là, si je vous raconte cette situation, c'est que le beau-père s'est comporté de manière exemplaire en disant « Certes, je ne suis pas biologiquement ton père, mais je suis le papa. Hein, » c'est l'expression qu'on utilise toujours. « Je t'ai élevé, je continuerai à t'élever, quoi que tu fasses, je suis là. » Il venait de faire des bêtises, il l'a repris. La maman a expliqué. Tout lui a été dit. Et puis finalement, il se retrouve dans de nombreux trafics. Il disparaît un peu de la région et j'ai un appel d'un collègue du côté de Marseille. Il venait d'être mêlé à des braquages. Eh bien, c'était devenu son alibi. Parce que là, pour le coup, oui, c'était un alibi. Et il s'en servait parce que finalement, c'était une façon de vivre qui lui convenait vraisemblablement mieux. Mais c'était évidemment l'argument qu'il donnait toujours en premier. Mais je ne suis pas le fils de mon père. Et pour moi, ça a été très perturbateur. Et c'est la raison pour laquelle je suis dans l'irrespect, puisqu'on ne m'a pas respectée. Je terminerai, parce que je pense que je suis au bout de mes 10 minutes. Non, alors je vais encore vous parler d'une situation. Je peux encore vous parler de Patrick. Là, je vais lui donner son nom, parce que je pense que son souhait aurait été précisément de pouvoir faire part de son expérience. Alors Patrick, ça a très mal commencé notre histoire, parce que j'étais à ce moment-là juge de l'application des peines. Un petit passage entre deux fois juge des enfants. Et il y a une émeute sur la cour de la prison. Les détenus ne veulent pas retourner en prison. Ils ne veulent pas retourner, ils restent sur la promenade, ils ne veulent pas retourner dans l'établissement pour je ne sais plus quelle raison. On appelle le préfet, on fait venir des policiers, sauf qu'ils ne peuvent y entrer que sur la demande du directeur de l'établissement, qui pour le moment ne l'avait pas fait. Et là, je prends tout le monde de court et je vais sur la cour de promenade. Un peu kamikaze, hein. Je crois que je n'ai pas toujours mesuré pleinement, mais bon, je suis toujours là. Donc, je vais sur cette cour de promenade. Je connaissais beaucoup de gens, évidemment. Je commence à parler. Il y en a même un, de manière très sympathique, qui m'enlève sa veste, ça enlève sa veste, me la donne parce que j'ai froid. Et là-dessus arrive Patrick et son frère, jumeaux, que j'avais un peu repérés. C'était des braqueurs, c'était le haut du panier, mais je ne les connaissais pas encore, juste de réputation. Et ils commencent à asticoter les jeunes qui étaient plutôt sympas avec moi, qui discutaient, qui étaient dans la négociation.
Et ils sentent bien que les choses vont basculer et qu'ils vont retourner quitter la cour de promenade. Donc, mais prenez-la dans un coin, violez-la, vous allez bien voir, elle va gueuler. Enfin bon, voilà. J'étais pas très fière, à vrai dire. J'ai mesuré ce que je venais de faire. Puis ça s'est calmé. Les autres ont un peu pris ma défense, je pense, parce que certains me connaissaient depuis longtemps. Et puis, en conséquence, ils sont remontés. Et puis, je pense, et je ne lui ai jamais reparlé de cette histoire, je pense il avait oublié, et moi, par contre, non, mais j'ai essayé de ne pas trop m'en souvenir dans la façon dont j'allais m'occuper de lui. Je le retrouve aux assises. À ce moment-là, je suis présidente de la cour d'assises. On le juge à nouveau pour un braquage. Et il est poursuivi pour un homicide. Il nie catégoriquement cet homicide. Je suis convaincue qu'il n'a pas causé cet homicide. Il est acquitté. Il y a d'ailleurs des manifestations dans la ville à ce moment-là, parce que ça paraît une décision inique. Et après ça, on engage un grand dialogue. Le parquet fait appel, c'était les tout débuts de l'appel, et la cour d'appel ensuite de Nancy confirme l'acquittement. Donc, c'est très bien, il reprend un petit peu confiance dans le système. Et puis on entame un dialogue d'abord à Strasbourg, à la prison, et puis ensuite il m'écrit beaucoup. Et il me dit, quand je sortirai, vraiment pour moi, j'aimerais pouvoir parler avec vous et prendre un café avec vous, ça serait pour moi un signe d'une possibilité de réinsertion. Je dis ok, mais c'est seulement si vous obtenez une libération conditionnelle, que vous vous tenez à votre boulot depuis quelques mois, ok. Donc il le fait, il devient chauffeur routier. Il avait une fille à laquelle il était très accroché. La maman, très chouette, lui laisse cette petite fille dès qu'il sort de prison, les week-ends, les vacances, etc. Il s'installe dans une caravane. Et puis, il a évidemment des dettes très importantes liées aux constitutions de partie civile. Il y avait des banques dans l'histoire. Donc, le fonds de garantie n'est pas très généreux. Le fonds de garantie, après, veut récupérer ses fonds. C'est normal. Et ils veulent récupérer leurs fonds, et lui me dit, mais moi dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire un braquage s'il faut que je les rembourse. Ah, fini ma vie de réinsertion, fini ma fille, etc. Donc je discute beaucoup, parce qu'il restait très écorché vif. On discute beaucoup, il me dit ok, je téléphone au fonds de garantie. J'ai pris l'engueulade la plus importante de ma vie, je crois, ce jour-là, par une femme au téléphone qui me dit que, évidemment, avec des juges comme moi, c'était pas étonnant que la société française aille mal, puisqu'on était toujours du côté des délinquants, jamais du côté des victimes, et que il avait qu'à croupir en prison, refaire un braquage et retourner en prison toute sa vie, que c'était très bien comme ça. Bref. J'ai réussi à parler au directeur. Le directeur m'a entendu différemment, et donc il y a eu effectivement des paliers qui ont été posés pour qu'il puisse rembourser progressivement et pas immédiatement. Et si je parle de lui, c'est parce qu'il m'a dit que si sa vie a basculé, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu effectivement cette confiance qui lui a été faite au niveau de la justice. On l'a reconnu capable de braquage, X braquage, mais pas capable d'un homicide. Et ça a été confirmé en appel. Et il dit que c'est ce qui a fait effectivement basculer sa vie. Et je voulais vous le dire pour ça. Il a voulu ensuite essayer de parler aux jeunes, mais il est mort avant. Et je dois dire que j'ai été très touchée là aussi, parce que sa fille m'a appelée en me disant il est agonisant et il veut vous voir absolument avant. Et donc, évidemment, je suis allée le voir. Mais je crois que c'est l'institution que j'incarnais qui était importante. C'est pas ce que j'essaye là de dire, c'est en quoi une parole portée par un être humain, mais représentant une institution, peut avoir une importance dans un parcours. Je termine par une anecdote un petit peu plus souriante, pour dire à quel point, évidemment, c'est difficile de comprendre la parole. La parole de... Je sens que ça va beaucoup m'amuser, oui. Très bien. Ça me fait penser à Ungerer, c'est parce que vous parlez de la cour, là. Ça me fait penser à Tommy Ungerer. J'étais en contact avec lui un jour, je l'appelle, et sans doute je devais l'appeler depuis la cour d'appel, et il me répond immédiatement, il me dit « Ah,
eh bien, je réponds à l'appel en lui faisant la cour. Donc il y avait eu immédiatement un jeu de mots, mais alors ça avait fusé comme ça. Donc c'est une petite fille que je vois dans le cadre d'une histoire de résidence d'enfants. Elle avait été très malmenée par ses parents. La mère avait décidé que le père ne devait pas intervenir dans sa vie, était parti avec cette petite fille à l'étranger. Le père avait mis un temps fou à la retrouver. Et puis, lorsqu'on l'avait retrouvée, les juges ont estimé que cette mère avait été irrespectueuse de tout, y compris des lois. Et donc, plus la petite fille est confiée au père, et la mère n'a même plus de droit de visite. Donc, à ce moment-là, c'est comme ça que je réinterviens dans le dossier, et je parle à cette petite fille. Et elle me dit, alors quelque chose de très juste, elle me dit, bon, maman, elle a dit qu'elle m'aimait, elle avait 7 ans, hein. Maman, elle m'a dit qu'elle m'aimait, elle m'a emmenée loin, je ne comprenais même pas la langue qui se parlait. Papa, il a dit qu'il m'aimait, maintenant il m'a avec lui, et puis il a pris un boulot, il va tout le temps ailleurs, et je suis avec ma belle-mère, avec qui je ne m'entends pas trop. Et puis alors tout d'un coup, elle disparaît sous mon bureau, et je lui dis, qu'est-ce que tu fais ? Elle me dit, je prie parce que je ne suis pas sûre que toi, tu comprennes tout ce que je veux te dire. Alors je prie pour que le bon Dieu, lui, te dise ce que je veux. Et je crois que si j'avais envie de vous dire ça, c'était peut-être parce qu'il fallait quand même une fille. Hein. Donc ça, c'est une petite fille. D'autre part, c'est pour montrer à quel point on est complètement désarmé pour comprendre véritablement le sens toujours de ce que les enfants veulent vous dire. On a besoin d'être nombreux, d'être dans la pluridisciplinarité. Et puis enfin, et là c'est une anecdote personnelle, puisque j'ai commencé par une anecdote personnelle, dire à quel point finalement c'est difficile de se faire comprendre. J'ai été, vous l'avez compris bien sûr, souvent critiquée par un certain nombre de politiques, par un certain nombre de collègues. Pour le parquet, à un moment donné, on m'avait dit que j'étais un danger pour l'ordre public à moi toute seule. Enfin bon, ma façon de toujours être du côté de ces jeunes délinquants n'a pas toujours été comprise, parce qu'en même temps, je vous l'ai dit, hein, en parlant, j'en ai mis beaucoup en prison. Ça serait effarant si je faisais le décompte de toutes ces années de prison que j'ai pu prononcer. Je crois que ce qui est important, c'est évidemment ce que l'on dit à un moment donné. Si on voit un jeune et qu'on lui dit la prochaine incartade, c'est la prison, eh ben, ça ne peut pas être autrement. Il faut tenir une parole qui ensuite ait du sens et ne pas être dans peut-être que, etc. Mais si je vous dis que c'est personnel, c'est parce que mon fils, qui à l'époque avait 10 ans, qui était très déluré, à un moment donné, ne veut plus aller prendre le bus tout seul. Il traversait la place Clévert et il allait prendre le bus jusqu'à Ilkirch. Il ne veut plus le prendre tout seul, alors qu'il l'avait pris depuis l'âge de 7 ans. Je m'étonne, je pense évidemment raquette, je l'interroge, rien à faire, il ne parle pas. Bon. Et un jour, il craque, je le coince avec mon mari, je lui dis maintenant ça suffit, tu nous dis ce qui se passe, c'est pas possible. Et là, il craque et il dit qu'effectivement, il est l'objet de raquette, mais il me dit surtout une chose, et pour moi, ça a été difficile. Il me dit mais maman, je ne pouvais pas t'en parler, tu leur donnes toujours raison. À partir de là, j'ai compris qu'il fallait essayer de se faire mieux comprendre, quels que soient les publics, quelles que soient les convictions, et qu'on était souvent beaucoup trop ramassés, trop raccourcis dans ce qu'on pouvait dire, et ce qui permettait ensuite effectivement cette espèce d'incompréhension réciproque qui souvent se fait, vous le savez bien, et notamment lorsqu'on parle de jeunesse et de jeunesse en difficulté. Alors ce garçon qui avait 10 ans, aujourd'hui est avocat et s'occupe surtout de défendre les délinquants, donc je crois qu'il a un petit peu compris ce que je disais à l'époque. Merci.